Le delta, c'est cette interconnexion, c'est cette capacité à trouver de la nuance, trouver en soi et en l'autre les éléments qui nous rapprochent, mais peut-être aussi les éléments qui nous font un peu plus peur ou qui nous inquiètent. Et c'est cet interstice qui permet aussi une rencontre. Et souvent, à l'endroit de ce delta, il y a comme un secret, il y a comme une source d'inspiration pour le coach, le coaché, en tout cas la relation d'accompagnement. Et si ce delta apporte à la fois une attraction, mais peut-être aussi une zone de doute, alors on a quelque chose à partager. C'est comme entre plusieurs positions. Et puis pour moi, en tant que Canadienne, vivant en France, travaillant avec des entreprises internationales, je trouve que j'ai une capacité de posture peut-être qui est un peu justement entre le delta. Je crois que ça me permet d'avoir un autre regard. Ça m'inspire ce qui se passe à la marge, ce qu'on ne voit pas et que l'on sent. Ça m'inspire l'intuition, l'écoute au-delà des mots, le fait d'être à des carrefours entre différents mondes, la rencontre. En fait, ça m'inspire l'entre-deux. C'est l'espace qui permet de passer de l'un à l'autre. Et cet espace qui est ni l'un ni l'autre. Et donc, ça parle d'hybridation, ça parle de rencontre. Ça m'inspire tout de suite le Nil. Donc pour moi, le delta, c'est l'élargissement, c'est la découverte. Puis on va vers la mer, on va vers l'océan, on progresse vers l'infini. Et moi, ça me parle parce que j'ai l'impression de naviguer entre plusieurs territoires depuis toujours, en fait. Mes parents sont artistes. Et en même temps, je suis de formation scientifique. Et donc, moi, j'ai toujours été dans le delta aussi, entre deux mondes. Ce sont ces terres qui sont prises entre différents fleuves ou rivières. Et en fait, pour moi, c'est une image de l'interculturalité, mais aussi d'un croisement de différentes identités. C'est porteur de fertilité, mais à la fois, c'est aussi des espaces qui sont potentiellement enfermés, ils sont à la croisée un peu des chemins, mais aussi une promesse de croiser toutes ces identités et d'aller explorer voilà, ce que ça peut créer. Deltas in a river delta, like the very fertile, wild and domesticated nature. Obviously, there's, in the figurative sense of the word, delta, to my mind, refers to whatever goes on, whatever ends up at the end of the day, at the end of our own mental riverbeds, the riverbeds of our heart. It is a very fertile place. It is a vital part of a person's mind, a person's heart, a person's soul, and you could even say at a larger level, organizations, cultures. In fact, it is very important to look at because if there's pollution, that's where you're going to find it. The delta keeps the score. C'est l'une des spécificités de Sabine. Il y a à la fois une douceur et une force extrêmement importante. Donc, elle est aussi à la conjonction de cette douceur et de cette force. C'est aussi une pragmatique et une rêveuse. Puis elle vient nous bousculer. Si on la croit à un endroit, elle nous amène à un autre. Donc c'est ça son delta. Ça m'inspire l'interstice entre ce qui est prévu, pas prévu, comment on s'insère avec le client. Il y a une espèce de truc inconnu que lui ne connaît pas, que moi je ne connais pas, dans lequel il va falloir qu'on s'insère ensemble. C'est un sujet récurrent, comment trouver ensemble le delta avec le client. Et je suis grecque, je suis complètement baignée dans la culture grecque et ma vie professionnelle, l'interculturel est quelque chose d'hyper important et c'est un lien fort que j'ai avec Sabine. Ça m'inspire un triangle et peut-être que dans la relation de coach à coaché, dans la manière dont on travaille, finalement c'est comme s'il y avait un tiers aussi qui soit là et qui soit une sorte de position méta dans laquelle on est un peu obligé de se mettre à la fois le coaché et le coach pour progresser. On n'est pas seulement deux, je trouve qu'on est constamment en train de faire des pas de côté et le rôle du coach aussi, c'est de nous aider à faire ces pas de côté. Et peut-être que le coaché en cheminant fait aussi ses propres pas de côté qui aident le coach à mieux l'accompagner. Donc je pense qu'il y a cette notion de triangle. Ça m'amène entre là où je suis et là où j'aimerais être. Ou là où les personnes que j'accompagne sont et là où ils aimeraient être. C'est ça pour moi être dans le delta. Sabine & Co. Laissez-vous surprendre par les mots, les idées et les expériences partagées. Sabine Reschfreze, bonjour. Bonjour David. Alors, dans ce premier épisode de la série, nous allons parler du thème « Dans le Delta ». Et tu viens juste d'écouter ce que les personnes en lien avec toi que tu as souhaité interviewer ont pu partager sur ce que ça leur évoquait. Je me suis amusée à l'écouter et en fait, je me suis rendu compte que le mot delta en soi est très symbolique, beaucoup plus symbolique que je croyais et que ça donne une possibilité d'interprétation, une possibilité d'ouverture énorme.
Et j'ai écouté chaque expression, chaque explication, chaque association avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, je me suis dit, il faudrait que j'utilise ce mot plus souvent pour mes propres clients, pour les sensibiliser à ce que c'est un delta. Alors peut-être donnons un sous-titre à ce thème d'épisode, c'est « Naviguer entre les identités et les cultures pour révéler sa singularité et celle de ses clients ». Est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle et c'est un bon sous-titre. Je pense que ça peut aller au-delà par rapport à ce que j'ai entendu. Mais pour donner un sens à ce podcast, on peut rester sur ce sous-titre qui est « La singularité est quelque part ». Et à mon avis, elle émergera la plupart du temps grâce au lien et grâce à un pont qu'on crée entre toutes les rivières, toutes les parties d'un delta. Une fois qu'on l'a vu, il y a une identité qui émerge et elle ne peut être que singulière parce que basée sur des expériences, basée sur des pensées uniques. À la lecture de ton livre, c'est mettre en lumière l'expérience d'être dans le delta, cet espace d'intersection entre les langues, les cultures, les identités, les expériences, et transformer cette position multiculturelle en une force pour accompagner les autres avec empathie, créativité et authenticité. Et en fait, c'est au-delà de cela, parce que le delta, ça peut être tous les jours et ça peut être avec tout le monde et dans plein de situations. Au fond, les idées clés, c'est le delta, c'est un lieu de tension fertile entre des opposés où se construisent de nouvelles connexions. C'est aussi l'importance d'adopter une posture fluide et adaptable en accueillant la diversité plutôt que de la combattre. Et aussi se dire qu'il y a de l'intelligence relationnelle à être dans ce delta et à être curieux en permanence parce que ce sont des outils vraiment importants pour habiter ce delta. Oui, je pense que ce qui est un premier pilier de cette idée-là, c'est l'idée de l'intersection. Il y a quelque chose qui se passe entre les choses, pas à droite, à gauche, mais entre à droite et à gauche. Et je pense que ça, c'est essentiel pour une posture delta. Nous sommes confortables dans le entre. Donc, nous sommes pas en train de chercher quelque chose qui est stable. Nous cherchons pas quelque chose qui est figé. Le delta, les polarités nous obligent à être fluides, adaptables, à nous laisser influencer aussi parce que c'est pas fixe. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant pour le delta. L'idée du delta, quand je l'avais trouvé, c'est effectivement basé sur mon expérience franco-allemande. Souvent, c'était cette question-là qui m'a mis sur l'idée du delta, c'est quand on me disait alors t'es française ou t'es allemande. Comme j'ai entendu quelqu'un dire je suis grecque ou je suis française ou canadienne ou française. Comment on pose cette question à mes enfants? Et en fait, c'est exactement la question qui nous aide pas. Parce que nous sommes ni un mélange des deux, nous sommes la plupart du temps entre ces deux identités. Et quand d'autres personnes ont dit « je rentre », c'est quoi rentrer à la maison? Ils disaient la France ou l'Allemagne ou les États-Unis. Pour moi, rentrer à la maison, c'est rentrer ailleurs. C'est vraiment un choix par nécessité et puis après par réflexion, de se dire comment je ne peux pas être neutre comme la Suisse, mais engagé entre les deux. C'est pour ça que j'ai choisi le delta au-delà de toute autre réflexion. C'est vrai, je peux me trouver entre le spirituel et le très pragmatique, entre le très logique et le très intuitif. Donc, je suis quelqu'un qui peut être dans les grandes polarités et c'est la force du entre, c'est-à-dire ça devient une zone de confort. L'inconfort devient une zone de confort. Moi, j'ai un certain nombre de questions sur cette thématique qui m'a interrogé. Dans ce delta entre différents éléments, les langues, les cultures, les identités, quelles leçons fondamentales tires-tu sur l'art de créer du lien entre des univers a priori opposés? Créer du lien, c'est quelque chose qui permet notamment de donner un sens à deux polarités. Créer du lien entre des opposés nous oblige en fait à inventer. On ne peut pas juste dire l'un ou l'autre. Il va falloir créer un troisième, donc le delta qui unit. Les polarités, on a souvent tendance à vouloir les aligner. Souvent, je vois la tendance de vouloir être logique, aligné. C'est pas ça la force des polarités et du delta. La force des polarités et du delta, c'est justement être opposé, justement aller au contraire, ce qui nous oblige à trouver une nouvelle formule à l'intérieur. Et la formule à l'intersection, ça n'est pas une position, c'est en fait une dynamique. C'est comment je vais à droite, à gauche, comment je vais dans la culture allemande pour repartir dans la culture française. Comment j'anime un comité de direction Asie où c'est beaucoup de cultures. Je peux pas le faire en disant juste je suis allemande et je vais vous expliquer. C'est comprendre comment pensent les Coréens, c'est comprendre comment fait la Chine, tout en acceptant qu'on comprend très peu, parce qu'en fait, c'est très étranger. Mais l'idée, c'est être suffisamment entre pour que tout le monde puisse se relier à un coach qui veut à ce moment-là accompagner un comité de direction.
Et alors, si le delta est à la fois un espace, un lieu de tension et de fertilité, comment peut-il devenir un espace de créativité pour tes clientes et tes clients? Selon moi, la base de la créativité, c'est la tension. Il n'y a pas de créativité sans tension. Donc, la tension est nécessaire pour pouvoir créer. Donc, des polarités vont créer une tension relationnelle que nous pouvons soit apaiser, nous pouvons aussi dire on la suspend, ou nous utilisons la tension pour créer une nouvelle dynamique qui est acceptable pour les deux. Un peu comme je disais dans la bande-annonce dans Star Trek. Il y a des tensions entre les gens parce qu'ils viennent des différents mondes, mais c'est toujours utilisé en disant « Ok, mais qu'est-ce que ça peut enrichir? Où on peut aller ?» Et c'est ça fondamentalement pourquoi cette posture entre ne peut être qu'une posture de créativité. Et la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est la vivre bien nous pour que nos clients aient envie de nous rejoindre dans cette posture de créativité et ouvrir quelque chose qui va au-delà des polarités. Je sais que c'est possible parce que quand j'ai été avocate, on nous a entraînés de plaider une cause d'un point de vue. Et une fois qu'on a plaidé la cause d'un point de vue, on nous obligeait de plaider la même cause, mais maintenant avec la position opposée. Et en fait, c'est assez formidable de voir comment nous sommes capables de le faire. Nous pouvons plaider coupable et nous pouvons plaider pas coupable. Et cet entraînement de, en même temps, toujours pouvoir faire le contraire, c'est une gymnastique dans un premier temps intellectuelle, mais c'est devenu partie de mon ADN parce que je peux comprendre que les gens ont vraiment une posture opposée. Parfois, ça me prend un peu de temps parce que je suis pas toujours non plus dans cette posture-là. Mais quand je le vois, quand je le ressens, alors je trouve que c'est très intéressant de voir quelle est la dynamique créative qu'on peut créer. Une question peut-être qui intéressera tout particulièrement les auditrices et les auditeurs, notamment ceux qui font de l'accompagnement au sens large. En tant que coach multiculturel, comment navigues-tu dans ces espaces de transition pour éviter de te perdre tout en restant aligné? Ça, c'est une belle question. Merci, David. La réponse, c'est justement, je veux me perdre. Je ne veux pas être sur un sol sûr. En fait, l'idée pour pouvoir naviguer là-dedans, c'est accepter que souvent je me perds. Souvent, on rentre une forme de chaos intérieur. C'est suspendre toutes ces approches qui vont nous mettre sur terre ferme, si je reprends le delta. C'est effectivement oser se perdre. C'est oser se laisser influencer. Et ça m'arrive aussi avec des clients. Je me rappelle d'un accompagnement où effectivement, toute une journée de travail sur une vision différente de management et de leadership n'avait abouti à rien. Parce que chaque solution ne faisait que la même chose qu'on voulait changer. Donc nous étions tous perdus et en même temps nous avons dit là on va arrêter, on va boire un verre, on verra demain. Et le fait d'accepter que c'est le chaos, d'accepter qu'il y a nulle part terre ferme pour l'instant, je pense que c'est notre job autant que coach de le vivre, c'est permettre à nos clients de le traverser, d'être dans cette transition parce que le lendemain matin, plein d'idées sont venues et on les a mis en place. Mais l'essentiel était à un moment de perte, ce qu'on appelle de perte d'identité, où rien ne fonctionnait, tout en disant ça nous arrive, la frustration fait partie du changement. Et donc le lendemain matin, on a continué. Mais mon invitation, c'est oser se perdre et pas avoir peur de ça, parce que quand on se perd, on touche l'inconscient, donc de nouvelles possibilités. En t'écoutant, je me dis que ça serait peut-être intéressant quand même de préciser ou de repréciser que nous sommes tous à un moment de la journée ou de notre vie dans le delta. Ah oui. En fait, tout le monde est dans le delta, pas uniquement ceux qui sont dans des situations de multiculturelles. On est tous dans le delta. Quand on déménage, on se trouve dans un delta. Mes enfants sont en Allemagne, m'appellent ici, et mon fils Jonathan est à Londres. Nous sommes à 3 dans un delta. Quand nous sommes à Noël tous ensemble, il y a plusieurs cultures ensemble, c'est un delta. Mais même le matin dans le métro, il y a des moments où je me trouve dans un delta. Quand je vais partir avec ma chienne dans une forêt noire, où il n'y a pas de lumière, c'est une forme de delta. Le moment où nous constatons que la plupart de notre être vit en fait dans le delta, on est plus à l'aise, mais on n'essaye plus de l'éviter. En fait, ça devient une forme de zone de confort, ça devient une terre. Toute rencontre peut être l'occasion d'un delta au fond. En tout cas, c'est très intéressant de le voir ainsi. C'est-à-dire chaque rencontre, en quoi je m'ouvre à l'opposé, à la polarité. Ou je me ferme. Ou je me ferme. Par contre, ça, c'est notre choix. Mais ce qui vient à la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous, autant que coach, nous souhaitons que l'autre vit en notre présence. Ça, nous pouvons choisir. L'autre, c'est les clients, mais c'est aussi la personne dans le métro, c'est aussi le boulanger. C'est qu'est-ce que l'autre souhaite vivre en notre présence.
ma présence à moi, la plupart du temps, ouvre un delta. Et les gens osent regarder des choses qu'ils n'ont pas vues autrement. Instantanément, je vois plus de l'intersection que de points communs. Alors si on considère que chaque individu habite son propre delta entre ses possibles, ses potentiels et ses freins ou ses risques et ses doutes, comment est-il possible d'accompagner cet individu à transformer cet espace de delta en une force plutôt qu'en un frein? Dans un premier temps, c'est notre capacité à aimer le delta de l'autre. À s'ouvrir à lui. À s'ouvrir à lui, à s'émouvoir de son delta, de ses batailles, de ses craintes, de ses espoirs. C'est regarder ça vraiment avec un regard d'amour et un regard de reconnaissance et non pas comme « Ah voilà, il y a une difficulté qu'il va falloir régler ». Dans mon expérience ou dans ce que je ressens, je trouve que nous sommes infiniment complexes et ce qui est vrai un jour n'est plus vrai un autre jour. Et c'est la même chose pour moi comme pour mes clients. Si on veut vraiment accompagner nos clients dans leur humanité et la nôtre, alors c'est beaucoup plus intéressant d'être dans un delta que d'être une personne qui se présente comme étant un guide vers quelque chose. C'est vrai que j'accompagne mes clients vers un but, vers un objectif, mais la manière d'y aller, c'est la plupart du temps en visitant les branches du delta. Et alors comment tu imagines un leadership nourri par la posture du delta, c'est-à-dire fluide, adaptable et profondément humain? Est-ce que ça t'inspire à l'endroit du leadership, la notion de delta? J'ai rencontré quelques leaders qui sont comme ça. J'avais pas fait immédiatement l'association du delta, mais en réfléchissant avec toi, je pense que ces personnes-là, ils avaient pris conscience, on va l'appeler de leur delta, donc de leur intersection, tout simplement parce qu'ils ont fait un grand travail de conscience de soi. Ils ont accepté de ne pas tout comprendre et de suspendre régulièrement toutes leurs pensées. Comme par exemple, nous savons pas ce que demain va être. Nous savons pas ce que le podcast va donner. Comment nous pouvons vivre avec le fait de nous libérer de notre, de notre ambition de donner un sens à tout, de donner une compréhension à tout. C'est vrai que c'est plus difficile dans un monde aujourd'hui où c'est très en tension, où les polarités émergent de plus en plus. Nous pouvons pas aider en étant nous-mêmes fermes. Donc, je pense les leaders que j'ai rencontrés, ils avaient cette capacité, quelque part cette humilité d'accepter qu'il y a plein d'autres opinions. Toutes ces autres opinions sont aussi importantes que la mienne. Ils étaient beaucoup plus sur « je me laisse influencer par ce qui m'est dit » plutôt que c'est à moi de donner toujours la direction. Michael Durham de Star Trek Discovery qui a appris que donner juste son point de vue ne marche pas et qu'il va falloir recommencer en bas pour en fait intégrer la multiplicité. Et je trouve que c'est une bonne leçon et quand on est face, en tout cas comme moi, j'ai la chance d'être avec ces personnes-là. Je le sais qu'ils sont comme ça parce que je suis toujours inspirée. J'accepte toujours que leur point de vue me transforme complètement dans un instant. Et c'est magnifique de rencontrer ces leaders-là. Ils existent et je crois qu'ils existent beaucoup plus qu'on imagine. Donc au fond, il y a une question qui me vient, c'est que se passerait-il si nous apprenions à célébrer nos zones d'incertitude comme des carrefours de potentialité plutôt que comme des obstacles, comme des freins? Voir toutes nos zones d'insécurité ou autres comme freins, je pense que c'est l'inverse de ce que je fais. Je crois que c'est néfaste de voir tout ça comme un problème, comme une difficulté, comme il faut qu'on analyse, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Je trouve que ça remet l'énergie toujours sur la difficulté, ça remet l'énergie toujours sur un problème à résoudre, pendant que les autres branches, les autres intersections sont ignorées. Moi, j'ai vu des clients dont j'étais admirative de leur capacité de se maintenir en zone d'inconfort et d'instabilité. Jamais j'ai voulu les mettre sur terre ferme. C'est plutôt, moi, j'ai été challengée par eux parce qu'ils m'obligeaient moi-même de rester toujours dans l'incertitude. C'est des magnifiques expériences, c'est un peu déroutant parce que moi aussi, je peux sortir d'une réunion de coaching en disant « pas sûr que nous avons avancé ». En revanche, je sais qu'en termes de relations et d'expérience, nous avons été reliés. Et ça donne toujours des fruits, mais parfois un peu plus tard. Donc, je trouve que c'est peut-être la version française, c'est peut-être la version un peu européenne de voir toujours des problèmes et des difficultés. Mais je pense que nous avons tous intérêt d'aimer nos zones d'incertitude, d'aimer nos zones d'ambiguïté. Parce que sinon, on perd toute la créativité, on perd toute la beauté de l'humanité. Et pour moi, c'est ça l'essentiel aussi dans le coaching, de garder ça et de le rouvrir.
Alors, est-ce que tu voudrais partager autour peut-être de ce que celles et ceux qui te connaissent appellent une sabinerie, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, que tu as pu dire ou que tu as pu faire et qui a dérouté les autres et qui en même temps a permis de fertiliser la pensée des personnes qui étaient en lien avec cette situation? Alors ça, c'est très difficile, David, parce que c'est pas moi qui a trouvé ce mot. Et j'ai toujours eu la sensation, ceux qui le vivent savent mieux en parler que moi. Parce qu'en fait, je suis vraiment inconsciente quand je l'ai fait. Enfin, inconsciemment compétent, on pourrait dire. Mais je sais pas ce que je fais et je sais pas qu'est-ce que ça fait que ça donne une sabinerie. Je sais que de temps en temps, je peux avoir des fulgurances et peut-être c'est ça. C'est-à-dire d'un seul coup, je vois des liens avec une très grande rapidité et je le partage. Et ça peut faire une sabinerie et la plupart du temps, c'est ailleurs de là où il pensait. Je l'ai fait à Hong Kong, a priori, parce que à un moment, ils étaient en train de discuter, ils étaient en train de savourer, ils étaient en train de se dire qu'ils avaient bien travaillé. Et je voyais en moi un grand calme arriver, et j'ai respiré, et à un moment, je leur dis, vous savez, entre l'exercice qu'on a fait ce matin et cet exercice-là, je considère que vous avez aucune créativité. Mais aucune. Je vais vous expliquer, vous aurez pu faire ça et ça, mais il n'y a aucune créativité. Et j'ai fait ça, pas pour leur montrer que ça manquait de créativité, pas pour leur donner une leçon. Quelque part en moi, c'était si je leur dis ça maintenant, ça peut complètement changer la dynamique. Ça a effectivement créé 1 minute de silence, jamais agréable quand j'ai dit ça, pour en fait 20 personnes ont pris la parole pour dire il n'y a plus personne qui frappe à ma porte avec une idée nouvelle. J'ose plus jamais proposer une nouvelle idée. Aucun jeune que j'ai me pose la question de comment on peut être créatif. En fait, ils avaient vu d'un seul coup que toute leur créativité en fait était morte. Est-ce que c'est une sabinerie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une remarque qui a un effet? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'avais vu ça à ce moment-là et que j'ai trouvé l'espace-temps et les mots et l'amour pour le dire qui faisait qu'avec ça, en fait, le séminaire était fait. La deuxième journée n'était qu'une conséquence de ce moment-là. Donc c'était confrontant, il y a eu de la réflexion, mais tu as osé le faire alors que c'était pas forcément le plus simple à faire. Oui, je l'ai fait et en fait, il y a une partie en moi qui était triste pour eux de pas avoir été créative. Mon idée, c'était pas de les confronter, parce que c'est un mot que j'utilise très rarement, c'est pour leur permettre de voir ce qu'ils ne voyaient plus. C'était plus révélateur que confrontant. Et j'ai cherché longtemps en moi comment leur dire. Est-ce que je le dis comme ça? Je le dis comme ça. C'était en anglais. C'était avec des cultures asiatiques. C'était sur la base juste d'un petit exercice. J'ai pris du temps, mais quand le calme s'est installé en moi, et quand je leur ai dit, et je me suis levée, et je leur ai montré en quoi on aurait pu être plus créatif, en fait, ça crée ce moment-là. Je pense pas qu'ils ont vu ça comme une confrontation. Il y a un Indien qui m'a dit, Sabine, your sentence was on the spot. Et ce on the spot, c'est comme être dans le delta. C'est juste à ce moment-là ça, et c'était une phrase et pas plus que ça. C'était déroutant, et en même temps, ça invite. Et je sais que les sabineries, ou en tout cas ces moments-là, sont toujours animés par une très grande bienveillance et par un élan d'amour plus que de vouloir leur montrer quelque chose. Et puis j'entends que t'as laissé infuser en toi avant de trouver le moment et le calme intérieur pour le dire avec suffisamment d'amour et des mots choisis pour que ça soit audible, entendable. Oui, c'est-à-dire respirer. Quand j'ai des moments comme ça, il y a quelque chose en moi qui se met en place, je respire. J'attends un peu pour ne pas être dans la spontanéité, mais dans une révélation d'un message qui peut être intéressant. Souvent, quand je suis très spontanée, ça peut marcher, mais c'est pas dans l'élan d'amour que je vais donner. Maintenant, j'ai appris à attendre un peu et je savais que ça pourrait être dérangeant pour cette équipe-là. Et en même temps, j'avais l'impression que toute la tension est tombée le moment où ils ont accepté, oui, on n'a plus de créativité en nous. Et c'est juste un grand gâchis. C'est quand ils ont dit ça, j'ai une grande tristesse en moi qui en même temps est apaisée parce que je vois que c'est pris. Il y a une prise de conscience que tu as facilitée. Oui, et c'est vrai pour moi, les prises de conscience personnelles, de comprendre quelque chose ou de voir quelque chose, c'est toujours en lien avec plus de la tristesse qu'avec de la joie immédiate. Je vais partager avec les auditrices et les auditeurs quelques citations issues de ton livre. La première est la suivante. Être dans le delta, c'est habiter un entre-deux riche en possibilités, mais qui exige d'apprivoiser le flou et d'accepter l'instabilité. Le delta n'est pas stable. Le delta, même géographiquement parlant, est en mouvement. Ça peut être débordant, ça peut être dangereux, un delta. Ça n'est pas stable, ça n'est pas une route qui est fixe en soi, une terre vivante.
Donc être dans le delta, habiter le delta, c'est être dans l'instabilité. Et c'est d'accueillir cette instabilité, cette insécurité pour trouver une nouvelle sécurité. C'est ça l'idée, c'est se trouver suffisamment sécure et c'est connaître les moments où nous sortons de notre delta. Par exemple, je suis pas une très très grande voyageuse. Moi, j'ai toujours peur d'arriver dans un aéroport où je connais personne, où je sais pas quoi faire. Je suis toujours très très stressée. Pourtant, c'est un delta. Donc, je dois toujours faire un grand effort pour me rappeler que c'est ça l'instabilité que je recherche. C'est là aussi j'arrive quelque part. Il y a bien quelqu'un que je vais rencontrer. C'est important qu'on honore notre propre instabilité, notre propre même peur d'être instable et qu'on ne devienne pas des obsédés de la recherche de la sécurité. C'est-à-dire, au moment où je sais que je suis insécure, pour dire ce mot-là, je pourrais demander à tout le monde de me sécuriser. Mais c'est aucun intérêt et c'est énergivore pour tout le monde. Donc c'est se prendre en main, c'est respirer, c'est se connaître, c'est surtout s'aimer pour ça aussi et après, nous pouvons continuer. Mais c'est aimer l'instabilité, ce qui est parfois un grand chemin. Autre citation qui me semble riche, c'est « Chaque langue que nous parlons est un prisme, une nouvelle manière de voir et de ressentir le monde. » C'est une grande citation et je pense profondément vraie. Les mots sont créateurs de réalité. Souvent, quand j'enseigne le coaching ou même à mes clients, je leur demande de changer de vocabulaire, de trouver des nouveaux mots, des nouvelles expressions, de ne plus utiliser tel et tel mot, car les mots créent une réalité et la réalité peut changer juste en changeant les mots. J'ai enseigné à HEC, je disais souvent, imaginez que le mot problème est supprimé de notre langage. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a effectivement difficulté, mais il y a quand même défi, il y a quand même question, il y a quand même envie, il y a désir. Tout ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'utiliser le mot problème. Donc, ces mots sont vraiment importants. Pareil en Asie, il y a 2 ans, j'avais demandé à chaque membre d'écrire dans sa langue le mot joie. En fait, l'idée était que chaque membre aidait un collègue à écrire et dire le mot joie dans l'autre langue. Et en fait, tout le monde a dit, mais rien d'écrire ce mot autrement ouvre complètement un nouveau monde. De le dire dans une autre langue permet de ne pas être dans les mêmes pensées. Donc, il y a des mots à utiliser et à jouer avec les mots que font d'ailleurs tous les binationaux, toutes les personnes qui ont 3 nationalités, que je fais avec mes enfants, on parle 3 langues à la maison, parce que ça nous permet de jongler. Et alors, est-ce que ça t'arrive avec des clients qui sont multilingues de basculer au cours d'une même séance d'une langue à une autre pour peut-être cheminer différemment? Oui, ça m'arrive souvent et j'aime faire ça. Je peux commencer en allemand pour ensuite passer en anglais et de temps en temps en français, qu'il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est super intéressant parce que ça crée un delta, ça crée des branches. Et en fait, ils voient d'un seul coup que c'est plus facile de s'exprimer en français que c'est en allemand ou en anglais. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer en anglais. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité de m'exprimer en anglais que parfois qu'en français parce qu'en fait, j'ai moins de barrières parce que je sais que mon anglais est pas aussi bon que mon français. Il y a des facilités qui s'expriment dans une langue, beaucoup plus dans une langue que dans une autre. Et quand vous avez une équipe multiculturelle, c'est intéressant de faire une demi-heure dans une langue et après dans une autre. Quand je faisais des teams coaching franco-allemand, nous avons toujours eu un interprète simultané pour qu'en permanence, chacun pouvait s'exprimer dans sa langue pour aller sur les émotions et les sensations, ce qui est beaucoup plus difficile quand on n'a pas les mots dans une autre langue. Donc, nous avons toujours fait par interprète simultané. Ça donnait des ateliers et des workshops beaucoup plus intéressants, profonds, qu'en le faisant en anglais. Alors, on parle beaucoup de différences entre les langues, mais c'est vrai qu'il y a aussi la notion de culture. Et par exemple, en cas de fusion-acquisition de 2 entreprises, c'est déjà un énorme delta. C'est un très, 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 très grand delta. Presque aujourd'hui, la plupart du temps, les personnes disent les cultures sont différentes, donc il y a des différences. Quand il y a fusion-acquisition, et même à l'intérieur d'une entreprise, souvent c'est mais on est tous pareils. En fait, au moment où on dit nous sommes tous pareils, le delta s'implose et on cherche une identité commune. Plutôt d'écouter les histoires, plutôt de pousser dans les opposés pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Une identité entre 2 départements ou 2 organisations ne peut, selon moi, qu'émerger en prenant le temps à honorer ce qui a été fait avant. Si on le fait pas, ça donne des identités bancales, parfois éphémères, parce qu'en fait, le fond n'est pas rassemblé dans un delta commun.
Mais pour qu'il y ait rassemblement des histoires et des passés, c'est un delta, c'est pas une seule identité. C'est très bien parce que tu me fais une bonne transition vers la dernière citation que je te propose. Le delta est à la fois un défi identitaire et une invitation à embrasser la diversité humaine en soi. Oui, la citation, je pense, parle pour elle-même. On résume assez bien ce que nous avons échangé depuis le début. Notre identité est notre diversité. Et notre diversité va forger notre identité. Plus on est diverse, plus on a une forme d'identité reconnaissable, plus on ne veut pas la diversité, plus on devient en fait rigide. Ça donne une identité toujours, mais elle est rigide, elle n'est plus en lien, parce que si nous honorons la diversité en nous, nous pouvons créer des liens avec beaucoup de personnes. Si nous n'avons pas de diversité en nous, si nous acceptons pas que nous sommes contradictoires, que nous ne sommes pas vraiment toujours logiques, que ça peut changer d'un jour à l'autre, nous sommes un delta appauvri, sec, et personne n'a envie de se connecter avec un delta sec. J'invite en tout cas à travailler sa diversité, et aussi paradoxalement que ça puisse être, va émerger une identité. À présent, je te propose une rubrique assez pragmatique qui va consister à proposer des pistes de réflexion et des petits exercices pour que les auditrices et les auditeurs peut-être travaillent autour du thème de cet épisode, donc dans le delta. Est-ce que tu aurais des exercices d'introspection à proposer aux auditrices, aux auditeurs par rapport à ce thème? Moi, je vous inviterais, dans un premier temps, de dessiner votre delta. Donc, prenez un crayon, prenez un papier et dessinez votre delta le plus spontanément possible. Regardez combien de branches a votre delta. Donnez un nom à votre delta. Laissez-le vivre pendant quelques jours, n'en faites rien, mais laissez vivre le delta. Peut-être rajouter des branches. Si votre delta n'est 3 branches, il faut rajouter des branches. Et les branches ne peuvent pas être je fais du coaching individuel, je fais du coaching collectif et je fais du coaching d'organisation. Ça c'est pas des branches de delta. Il faut quand même que ça soit plus profond que ça. Ça peut être pragmatique, ça peut être j'ai envie, je suis une artiste, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de voyager. Donc, prenez toute votre vie et dessinez votre delta. Ça pourrait être un premier exercice. Un deuxième exercice pourrait être choisissez une œuvre d'art qui représente un delta. Mettez-vous devant cette œuvre d'art pendant 3-4 minutes et laissez le delta vous parler et pas l'inverse. Donc là, c'est pas à vous de faire le delta, mais de choisir un delta qui peut vous influencer. Troisième exercice, discutez du mot delta avec vos clients. Posez la question, qu'est-ce que ça vous évoque? Posez la question, en quoi vous êtes un delta? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un delta? C'est-à-dire, faites du delta une terre d'expérimentation, comme nous l'avons fait avec David pour interviewer toutes les personnes que vous avez entendues au début. Ça, c'est des exercices simples, répétitifs. Ce qui est bien, c'est les faire souvent. On peut faire le delta de Noël, on peut faire le delta d'une saison, on peut faire le delta des vacances. Donc, vous pouvez vous amuser et laissez-vous surprendre par votre propre créativité. Et quand ça vient pas immédiatement, vous attendez puis vous commencez jour 2. Et pourquoi pas proposer à leurs clients d'écouter cet épisode? Aussi. Merci David. J'y ai pas pensé. Ça montre bien que je suis pas encore très bien commercialement, mais c'est vrai, ça peut aider. En pensant à ce thème, j'ai écrit un questionnaire que j'ai appelé Sabinien. D'accord. Alors, je te pose une question, puis je me dis que les auditrices, les auditeurs pourraient peut-être aussi tenter d'y répondre. Quelle est la tension majeure que tu ressens, que vous ressentez actuellement entre différents aspects de ta vie, de votre vie, ou de ta pratique, de votre pratique? Une de mes plus grandes tensions que je vis aujourd'hui dans ma vie, c'est tout ce que je fais d'un côté et ma chienne Nina de l'autre. Parce qu'elle a été déjà opérée, elle a besoin de soins, elle a souvent mal, même si j'arrive à le régler maintenant. Mais ça me rappelle que moi, j'ai pas souvent mal. Et ça me met en tension parce que parfois, j'ai pas envie d'aller voir mes clients parce que je sais que Nina doit marcher. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est une tension. Il y a une belle tension en moi, très vivante, parce que je suis rentrée des États-Unis après avoir vu mon coach pendant 4 jours aux États-Unis, avec une belle tension intérieure entre l'archétype féminin et l'archétype masculin. Quel est mon féminin, quel est mon masculin, et comment on peut vivre avec cette tension sans vouloir la régler,
mais juste la vivre. Et je dirais une troisième tension, c'est comment je vais transmettre ce que j'ai vraiment envie de transmettre et prendre le temps pour ça et le faire bien par rapport à beaucoup de demandes que j'ai actuellement en coaching. Mais pour l'instant, j'ai donné la polarité au podcast et on verra bien ce que ça va donner sur le coaching. Comment invitez-vous tes clientes et clients, vos clientes et clients, à explorer leurs zones d'incertitude sans chercher à les résoudre immédiatement? En ce qui me concerne, c'est mon invitation de base. Donc, en les voyant, je les invite ou je le dis, voyons voir là où sont tous vos incertitudes. Et on les pose. Soit on les pose en dessinant, soit on les pose avec des objets, soit on les dit. Après, c'est comment je peux aimer ces incertitudes. Qu'est-ce qu'il me dévoile, ces incertitudes de moi? Quel est le cadeau qui est à l'intérieur des incertitudes? Ce que je fais moi, c'est d'où viennent les incertitudes. Parce que ça veut dire, si je vais dans cette optique-là, d'où viennent les certitudes, ma croyance, c'est qu'il y a quelque part une source, et si j'ai la source, les incertitudes vont disparaître. Mais comme moi, je veux maintenir les incertitudes, je peux avoir la question d'où ils viennent, mais pour les maintenir en vie, pas pour les clôturer, pas pour les fermer. Moi, ces incertitudes-là, c'est une invitation permanente auprès de mes clients. Quels aspects de ta propre culture, quels aspects de votre propre culture influence encore ta posture professionnelle, votre posture professionnelle de manière inconsciente? Alors, c'est difficile de répondre parce que la question est sur l'inconscient. Donc, si j'étais conscient, je peux plus être inconsciente. Je pense, ma culture allemande m'influence souvent d'une manière probablement inconsciente quand il s'agit des conflits. Soit parce que j'aime pas les conflits, soit je m'adapte pour ne pas avoir des conflits. J'ai vécu avec le conflit, la culture allemande a une relation un peu difficile au conflit. Donc je crois qu'il y a inconsciemment quelque chose qui se joue dans la notion du conflit. Et probablement c'est pour ça que je œuvre pour un monde plus en paix. La culture française, dans cette manière intéressante qui est comme je suis pas vraiment française. Ça me permet de faire des erreurs de langage, d'écriture. Ça me donne aussi une grande liberté. Et je pense que la culture française, de ce point de vue-là, me donne beaucoup de liberté et parfois j'ai la sensation de me sentir beaucoup plus libre à agir en France que je le suis en Allemagne. Quand je vais en Allemagne, c'est comme un petit carcan qui se fait, une normativité qui revient, que je rends instable. Mais je crois que la culture française me permet un peu plus d'être entre et ailleurs. Si vous deviez traduire ta pratique, votre pratique, en un mot ou en une image universelle, que choisirais-tu, que choisiriez-vous et pourquoi? Le mot que je choisirais, c'est âme. Pourquoi? Parce que l'âme ne s'exprime pas par des mots, mais plus par des images, par l'intuition. L'âme nous gère un peu quelque part et on comprend pas toujours pourquoi. Mais je pense que nous avons tous des moments où il y a des évidences qui s'installent en nous et je trouve que ça, c'est le langage de l'âme. Donc, je prendrai ça. Et puis, l'âme, tous les messages de l'âme, selon moi, sont toujours imprégnés d'amour et de gentillesse. Donc, ce que je veux fondamentalement, c'est donner ça, redonner ça à mes clients quand ils sont avec moi avec beaucoup de générosité. Si j'avais à choisir un symbole, c'est Nina. C'est ma chienne Nina aujourd'hui qui incarne cette générosité, qui incarne cette douceur pour toutes celles et ceux qui la connaissent. Et c'est elle qui œuvre dans l'inconscient parce que nous parlons pas le même langage. Donc, si on veut se comprendre, on doit se mettre en repos et imaginer. Donc, c'est elle que je prendrais aujourd'hui comme symbole. Ressens beaucoup de liens à la spiritualité à travers tes mots. Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu en parles parfois aussi à tes clients? Peut-être c'est visible aujourd'hui dans notre échange, ce qui veut dire il y a quelque chose dans l'inconscient probablement qui œuvre. J'utilise rarement le mot spiritualité et j'en parle jamais. Je pense qu'il y a parfois des choses qui sont pas à dire, qui sont pas à expliquer, qui sont plutôt à vivre et à partager autrement. Mais il y a une partie de moi qui est très habitée par ce côté-là, c'est vrai. Et peut-être un peu plus encore qu'il y a un an.
Alors à présent, je te propose de parler d'œuvres d'art qui vont être le prétexte de continuer finalement cette conversation et peut-être pour les auditeurs et les auditrices de se connecter avec ces œuvres d'art qu'on va dans un premier temps décrire et puis après je te poserai des questions pour faire le même cheminement finalement. La première œuvre d'art proposée, c'est le pont japonais de Claude Monet. Créé au XXe siècle, cette œuvre se caractérise par ses couleurs vives, ses reflets et sa composition harmonieuse. Le pont, entouré de nénuphars et de végétation luxuriante, symbolise un passage entre deux mondes, celui du visible et de l'invisible, de l'ordre et de la nature sauvage. En lien avec le thème de l'épisode, dans le delta, finalement le pont japonais incarnerait un passage, une transition entre différents espaces. Comme le pont qui relie deux rives et traverse un univers aquatique, l'idée du delta représenterait une zone de transformation, un espace d'échange et de mouvement fluide. Qu'est-ce que tu ressens à l'évocation de cette œuvre d'art? Je trouve d'abord, en termes de couleurs magnifiques, c'est très apaisant, cette nature, cette façon de peindre, cette délicatesse extraordinaire. J'étais en train de me dire, ça vaut peut-être le coup que je l'achète et que je le mets ici, parce que je trouve c'est vraiment, enfin je veux dire une reproduction. Oui, une reproduction effectivement, parce que je trouve que c'est très inspirant. Et la douceur et la manière de montrer les différents niveaux, même de l'eau, c'est magnifique en fait. Alors Monet a peint ce pont sous différentes lumières et saisons, donc il y a plusieurs variations de ce pont, révélant à chaque fois une autre facette de la même réalité. Comment tu vois ce parallèle avec les transformations que traverse un coach, un superviseur ou un client dans cette zone de delta? C'est un magnifique symbole pour le delta, vu autrement, parce qu'effectivement, nous avons parlé des deltas et des différentes branches et de l'intersection. Nous avons moins parlé des ponts entre les branches. Donc, ça complémente tout ce que nous avons dit. Ça, c'est la première chose. Deux, les coachs, les clients, les dirigeants, les personnes que j'ai en supervision sont la plupart du temps animés par créer des ponts. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est des ponts entre le visible et l'invisible. Souvent, cette histoire de qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'il dit le client? Qu'est-ce qu'il nous dit pas quand il dit ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il voit pas? C'est où est l'invisible? Comment je discute avec l'invisible? Comment je suis en lien avec l'invisible? Est merveilleusement représenté dans cette peinture. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir de multiples manières de le peindre parce que ça montre bien qu'il n'y a pas une seule manière de créer un pont dans l'imaginaire avec le visible et l'invisible, mais des multiples manières de créer des ponts. Je sais, de moi, parfois j'ai créé un pont et le moment où j'ai créé un pont, je suis plus intéressée par le pont. Je cherche à créer d'autres ponts. Et cette œuvre-là m'autorise, m'encourage, me dit que c'est possible de faire de multiples ponts. Alors justement, parlons du pont. Le pont, c'est un symbole de passage entre deux mondes, entre deux rives. Dans ton travail d'accompagnement, de supervision, de coaching, etc., quels sont les ponts, les passerelles les plus essentielles que tu aides tes clients, les coachs, les superviseurs, etc., à construire ou à traverser? Je vais pas dire que ça dépend de chaque client, mais quand même, c'est quand même la base. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure et chacun a son pont. Et parfois, il faut déconstruire les ponts pour en fait permettre des nouveaux ponts. Et parfois, le travail de destruction est un peu plus difficile que le nouveau pont, mais nécessaire. Donc, c'est ce que je fais avec mes clients. Ce que je pense d'ailleurs Picasso appelait la déconstruction créative. Donc, on reste dans l'art. Les ponts que moi j'aime faire, c'est effectivement le pont dans qu'est-ce qui est visible, conscient et qu'est-ce qui est inconscient et invisible. Donc, comment j'aide mes clients à apprivoiser leur relation avec l'invisible. Parce que l'invisible, c'est l'imagination, l'invisible, c'est l'intuition, l'invisible, c'est des possibilités. Donc, comment je peux créer ce pont-là, cette relation avec l'invisible? J'aide à créer le pont d'un leadership qui est orienté par une vocation pas assez riche vers un désir de mettre de l'énergie dans une organisation, de mettre une culture relationnelle dans une organisation et pas uniquement d'avoir des résultats, même s'il faut faire les deux, et je suis la première à vouloir faire les deux. J'essaye, j'encourage, j'aimerais que nous avons la capacité de créer déjà des ponts entre nous-mêmes, des différentes personnes entre nous et nous. Il me semble essentiel pour chaque coach d'être un artiste de pont relationnel pour rencontrer son client.
Et ce pont, il est à dessiner à chaque fois, il n'existe pas, il n'est pas uniquement fait de briques. Monet nous montre bien que tout le contexte a une influence sur le pont. La question que je pose à mes clients et aussi aux coachs que j'accompagne, c'est quel est le pont que vous voulez créer? Quelle forme de pont? Quelle énergie de pont? C'est pas la même chose de créer un pont de confrontation qu'un pont de bienveillance. C'est pas la même chose de créer un pont de challenge qu'un pont de reconnaissance. Donc, je pense qu'il y a des questions très intéressantes autour de quels sont les ponts que nous souhaitons créer autour de nous. Claude Monet a transformé une scène assez ordinaire finalement en un univers vibrant d'émotions et de couleurs. Comment tu souhaites, à travers cet épisode sur le thème du delta, aider, accompagner les auditrices et les auditeurs à transformer leur perception du changement et des transitions? Si ce que nous avons partagé pourrait vous inviter à faire des balades et à voir votre quartier autrement, à vous adresser à quelqu'un autrement, à imaginer un monde de ponts que vous voyez pas, c'est ça que j'aimerais. C'est que vous voyez le coaching comme un pont, mais surtout que vous voyez l'invitation que votre client vous fait pour le rejoindre dans son monde. C'est plus important que votre pont, c'est rencontrer le pont de l'autre, l'inviter dans votre monde, mais le refaire partir dans son monde. Ça, c'est, je pense, quelque chose de très intéressant. Et peut-être, parfois, c'est important de se dire, on se trouve au milieu des ponts. Et voir ce que ça fait. À côté de moi, à la Bastille, il y a plein de ponts. Et souvent, j'y vais et je me mets à droite, au milieu et à gauche. Quand on est au milieu d'un pont, la vision est complètement différente que quand on est à droite, parce qu'en fait, on n'est pas encore au zénith du pont. C'est intéressant, posez-vous la question jusqu'à où vous allez rencontrer votre client. Est-ce que vous allez traverser le pont pour le rejoindre, mais ça peut être un peu intrusif? Vous l'invitez jusqu'au milieu, vous le rejoignez, vous le tirez vers vous. Tout ça, vous pouvez observer dans vos premières séances de coaching. Pensez pont. La prochaine fois que vous rencontrez vos clients, vos enfants ou votre mari, votre femme, c'est quoi le pont que j'ouvre? C'est quel est le pont qu'elle me propose? Je pense que ça pourrait être une super expérience. Moi, mes expériences comme ça, je les fais à peu près pendant une semaine. Donc pendant une semaine, je ne vois que des ponts partout. Je vous promets, si vous faites une expérience de pont, vous allez vivre les ponts tous très différemment. Et quand vous êtes sur un pont, vous êtes, d'après ce que nous avons dit aujourd'hui, automatiquement dans un delta. Claude Monet, c'est quand même un des grands noms de l'impressionnisme français. Est-ce qu'au finalement, c'est pas ce qu'on est en train de proposer aux auditrices, aux auditeurs, c'est de, par plein de touches et plein de questionnements successifs, les aider à voyager, à naviguer, à ressentir, à expérimenter, à oser? Oui. Si je prends la totalité des podcasts que nous allons faire, je pense que c'est vraiment ça, une touche, plus une touche, plus une touche. Peut-être à la fin, c'est un pont, peut-être à la fois, c'est un jardin, peut-être à la fois, c'est encore autre chose, ou vous trouvez autre chose, mais ça pourrait être intéressant si vous avez vraiment envie de suivre cette série de podcasts, c'est qu'à chaque fois, une fois vous l'avez entendu, dessinez un morceau. Et puis le deuxième, dessinez un morceau. Et laissez-vous surprendre ce que ça donne à la fin. C'est peut-être des mots, des pièces qui vous parlent pas du tout, et il y a des pièces qui vont prendre sens uniquement à la 4e épisode. Mais commencer cette série de podcasts avec l'idée du delta, l'idée du pont, ça c'est important. Parce que nous allons retrouver les ponts très souvent dans d'autres épisodes. Si tu devais te voir comme une partie de cette œuvre, serais-tu le pont qui relie, l'eau qui reflète ou les nénuphars qui émergent à la surface? Et pourquoi? Évidemment, cette question, ça peut être aussi pour les auditrices et les auditeurs. Voilà, je laisse un peu de temps pour que chacun puisse choisir. En tout cas, moi, je prends les nénuphars. Symboliquement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pourquoi j'ai choisi ça dans l'œuvre que je vois? C'est eux qui sont le témoin du pont. Ils utilisent le contexte pour exister. Ils s'arrangent avec tous les collègues nénuphars pour trouver une place. Même si je fais des ponts, je suis pour beaucoup de gens de ponts, mais fondamentalement à l'intérieur de moi, je suis témoin des ponts. Et témoin bienveillante et surtout toujours surprise et étonnée par ce que l'autre peut créer. Et j'aime bien cette idée-là. Et surtout, je peux me déplacer dans l'eau et je retrouve mon delta. Alors, les nénuphars, il y a une spécificité aussi, c'est que la fleur du nénuphar, elle est sublime, mais elle se nourrit de la vase. C'est ça. Elle se nourrit de l'eau sombre. Donc, il y a aussi cette possibilité de transmuter, de transformer. C'est ça, mais c'est surtout, il y a toujours de l'invisible.
Il y a du noir en nous, il y a des ombres en nous, il y a des choses qu'on veut pas voir, qui sont sous terre. La réalité, c'est que sans ça, on ne sera pas cette plante. Donc, pareil, parfois il faut regarder. Si on veut pas voir, c'est s'aimer pour pas vouloir voir, parce que c'est pas le moment. Ou quand on a vu, c'est s'aimer aussi pour cette partie-là qui est peut-être moins glorieuse que la sublime plante que nous voyons et que Monet nous montre. Alors je te propose à présent de passer à une autre œuvre d'art sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Là, nous allons parler d'une œuvre éphémère contemporaine qui n'existe plus. Elle s'intitule The Floating Piers de Christo et Jean-Claude. Christo, c'était un artiste qui s'appelait de son vrai nom Christo Vladimirov Javachnev, qui est connu en France pour avoir emballé le Pont-Neuf dans les années 80, emballé l'Arc de Triomphe et plein de bâtiments publics. Et puis Jean-Claude Déna de Guillebon, qui était sa femme. Donc tous les deux étaient des artistes contemporains qui sont morts assez récemment finalement, à un âge avancé. Et ils ont fait cette œuvre absolument magnifique et étonnante. The Floating Piers, conçu par eux deux donc, et réalisé en 2016, c'est une installation temporaire sur le lac d'Iseo en Italie. Œuvre monumentale qui consistait en une série de passerelles flottantes recouvertes d'un tissu jaune vif reliant la terre ferme à des îles du lac. Et pendant 16 jours uniquement, les visiteurs ont pu marcher littéralement sur l'eau, ressentant une sensation d'apesanteur et de connexion avec leur environnement et l'élément eau et air. Cette œuvre à la fois accessible et éphémère a attiré des millions de visiteurs, symbolisant l'art comme l'expérience collective et sensorielle. T'as été surprise, tu connaissais cette œuvre ? Non, je connaissais pas. Donc quand tu m'en as parlé, ça m'a immédiatement parlé parce que tu me l'as décrit en 2-3 phrases. Et ce qui m'a fasciné, ce qui m'a déjà fasciné dans Christo et encore plus là, c'est l'idée d'éphémère. C'est que c'est pour un instant. Rien n'est fait pour durer, mais en un instant, tout ce qu'on croyait qui était impossible devient possible. Tout ce que on pouvait pas marcher sur le lac, on peut marcher sur le lac. D'ailleurs, c'est la même chose avec la flamme olympique. D'un seul coup, on voyait que ça pourrait être une autre flamme et que ça peut être magnifique. Et ce que j'aime bien, vraiment, c'est les couleurs qu'il a choisies et l'idée que, voilà, je relis des choses. Et encore une fois, comme sur un pont, nous sommes invités à participer. C'est pas pour regarder. L'invitation, qui est aussi toujours la mienne, est comment je participe. Je dois aller sur le pont, je dois aller sur le floating pier. Je ne peux pas juste regarder de loin. Donc, c'est une invitation à l'action et c'est une invitation pour moi à expérimenter quelque chose qui n'existe que pendant un moment. Et je trouve ça magnifique parce que c'est aussi ce que nous faisons. Nous sommes là pendant un moment et après, nous disparaissons. En tant que coach ou en tant qu'accompagnant, c'est ça ? Oui, avec c'est nos ça. clients. Et même notre vie. Donc, à un moment, on est là, à un moment, on sera pas là. Mais on a créé quelque chose, peut-être pour nos clients, si je le remets au coaching, qui valait le coup de le faire. Et c'est intéressant d'accepter de faire un coaching basé uniquement sur l'idée de l'expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça que j'aime, c'est une expérience et pas une mentalisation d'une expérimentation. Faire le pari que l'expérience nous transforme est un pari et je pense que nous avons intérêt de le faire. Et ce que Christo a fait. Et son pari, c'est que ce que je fais, ça transforme. Moi, je me rappelle de Christo avec le Brandenburger Tor en Allemagne et ça a été très symbolique parce qu'il a dit « Je couvre le côté de la guerre et je vous le rends neuf, libéré de l'histoire. » Et l'idée qu'on peut accepter, qu'on peut même imaginer que ce qu'il nous propose, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche fondamentalement, en une seconde, en une journée, en un podcast, de laisser passer une histoire. C'est ce qu'il nous propose, c'est-à-dire faire quelque chose qui transforme la vie dans très peu de temps. Mais ça veut dire, c'est une expérience. Ça veut dire, nous devons cacher quelque chose pour le rendre, ou ici, je rends quelque chose visible et ça va redisparaître dans l'invisible. Alors, j'ai pas choisi cette œuvre éphémère au hasard parce que c'est aussi un artiste, Christo, qui était très connu en tant que Christo et il a mis du temps à rajouter Jean-Claude, sa femme, qui en réalité l'a aidé sur tous les projets. C'est vraiment un couple d'artistes contemporains et lui était très connu, elle beaucoup moins, elle travaillait dans l'ombre de son homme, mais en réalité elle était essentielle, d'ailleurs il l'a dit dans certaines interviews. Sans sa femme, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Donc l'invisibilité du féminin soutenant le masculin, c'était aussi mon intention à travers ce choix. Pour rendre visible plutôt. Merci David de le dire. Je trouve que c'est une tension intéressante. C'est que quelque part le coach est invisible et en même temps nous sommes très visibles.
Si nous sommes invisibles, nous sommes rien, nous aidons pas nos clients parce que nous avons besoin d'un certain leadership pour aider nos clients. Moi, je dis depuis très longtemps, c'est comme si c'est une longue prophétie, une longue culture, une longue voie pour que l'influence des femmes devienne visible. D'ailleurs, il y a plus de femmes coachs que d'hommes coachs. Donc, je pense que nous avons intérêt à choisir notre visibilité. Quel est notre pont? Quelle est notre œuvre? Et comment nous choisissons notre chemin là-dedans? Parce que c'est pareil, c'est un grand delta entre le masculin, entre le féminin, entre les hommes et les femmes. On peut en parler très très longtemps. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est là Jean-Claude a œuvré dans l'ombre. Christo finit par dire, c'est quand même elle qui m'a beaucoup inspirée. En même temps, on retrouve les clichés que la femme est la muse et permet à l'autre d'exister. Peu importe, c'est pas l'objet de ces podcasts. Mais ce que je trouve intéressant, à nouveau, n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'invisible. Cherchez l'invisible. Et aimez l'invisible parce qu'elle a aimé ce qu'elle a fait, elle a aidé, et c'est comme ça. Donc c'est pas la peine de discuter, mais l'invisible est partout, et ça sera beaucoup plus intéressant de rire et de s'amuser avec l'invisible. Dans ton livre, la place du féminin est à l'honneur. Oui. Ce livre est écrit où le féminin l'emporte sur le masculin. La règle de grammaire française n'est pas totalement respectée et ça donne un nouveau souffle à cet écrit. Oui, merci de dire ça. D'ailleurs, je suis toujours interrogée quand tu dis c'est un livre, parce que finalement, c'est 24 chapitres pas publiés, donc je ne sais pas si on peut dire livre, mais on va l'appeler comme ça. C'est un livre. C'est un livre. Merci pour la permission. J'avais choisi d'écrire tout en version féminine, parce que je suis une femme, parce que je me suis dit ça a encore jamais été fait, de toute façon pas sur un livre de coaching que je connais, et parce que c'est plus de femmes coach que d'hommes, donc j'avais pris ce pari-là. Ça a donné des remarques d'ailleurs très intéressantes et ça m'a obligée de me rendre compte de certains biais inconscients que j'avais formulés en féminin. Parfois j'étais dérangée par ma propre formulation et aussi j'ai constaté que nous pouvons très rapidement nous habituer au féminin. Donc, fondamentalement, il n'y a aucun problème pour passer tout en féminin. Il y a la notion d'éternel éphémère aussi, au fond. C'est-à-dire, tu le disais tout à l'heure, dans le cadre d'une session avec un client, il peut arriver qu'il se passe quelque chose qui rend le moment inoubliable et en même temps, il va passer. C'est ça. Il restera peut-être dans le cœur du client, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Et est-ce que c'est pas ça, être profondément présent quand ces instants-là arrivent? Parfois, je me suis dit, et je l'ai partagé avec mes groupes de supervision, si on vivait chaque séance de coaching comme un instant d'éternité, c'est que cette séance-là, et que ces 20 minutes ou ces 30 et ces 2 heures, qu'est-ce que ça nous rend possible de l'imaginer comme ça? Quels sont les mécanismes que nous avons appris à faire qui n'ont plus d'intérêt? C'est comme le mandala sur la plage. Il existe pendant un moment et les vagues vont le prendre à nouveau. Et cette idée-là que peut-être le changement ne peut arriver que dans un moment éphémère. Le vrai changement, ce qu'on aime, ce qu'on veut créer, ce que nous voulons provoquer, peut-être il n'est possible que dans un instant parce que nous savons que c'est éphémère. Et comment se réjouir de ce moment-là? Oui, il sera pour toujours dans nos cœurs, mais en soi, il n'existera plus. Quand j'ai parlé de ce moment de créativité, je pense que c'est un moment éphémère. Il restera, mais le moment unique qui a existé, il sera plus jamais là et peut-être plus jamais nous parlerons de ce moment de créativité en Asie comme on l'a fait. Je trouve que c'est une grande invitation et je trouve que des artistes nous invitent à ça. Mais vivre l'éphémère, c'est le delta parce que c'est instable. On ne sait pas ce que demain va donner. On ne sait pas ce que le client va répondre. Nous pensons, mais nous ne savons pas. Et au moment où nous arrivons à suspendre tout ce que nous imaginons que, eh bien, je pense que le moment éphémère, l'instant d'éternité peut arriver. Dans Floating Piers, dans cette œuvre éphémère, les visiteurs traversent un passage justement éphémère qui connectait la terre et l'eau. Est-ce que tu considères que c'est aussi la métaphore du coaching et de la supervision, c'est-à-dire d'accompagner ses clients dans des espaces de transition incertains mais nécessaires? Je pense que c'est une partie essentielle de notre travail qui est inviter, accompagner pendant les passages insécures et être témoin de ces passages et ne pas maintenir nos clients en terre de confort. Oui, j'invite mes clients à traverser des ponts et parfois, ça donne rien aussi. Parfois, nous avons traversé un pont pour juste dire que ce pont-là nous a emmenés nulle part. Donc, il faut reprendre le pont, repartir et chercher un autre pont, mais sans avoir cherché l'incertitude de l'autre côté.
sans avoir expérimenté un pont. La seule chose, c'est qu'on reste là où on est. Et tous ces magnifiques ponts, toutes ces magnifiques invitations, toutes ces magnifiques expériences vont pas exister. Faut juste accepter que parfois, le pont, il donne pas accès à ce qu'on a imaginé, mais il se cache peut-être autre chose. Et notre travail autant que coach et autant que leader, c'est ça. C'est aider les personnes et les encourager et les remotiver à traverser des ponts. Comment tu utilises le caractère éphémère des expériences de coaching pour ancrer une transformation durable chez les clients que tu as? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de favoriser une forme d'ancrage de cet éphémère expérientiel finalement chez tes clients ou pas? Ou advienne que pourra? Moi, j'irai peut-être pas jusqu'à là, parce que j'ai quand même de temps en temps encore des mécanismes de contrôle qui sont difficiles à lâcher. Mais j'ai réfléchi, exploré, imaginé que l'expérience peut être transformateur. Quand mes enfants sont nés, ça a été transformateur et c'est une expérience. Quand j'ai failli avoir un accident dans une voiture, c'est transformateur. Quand un client me donne un cadeau, arrive avec des chocolats d'un seul coup pour me dire merci, ça me transforme et ça n'est qu'une expérience de lien à ce moment-là. Donc, ça nécessite d'être assez ouvert à la surprise, de se dire c'est possible, d'aimer les expériences pour leur surprise, parce que nous savons pas ce qu'une expérience produit, parce que ça dépend de la personne et des circonstances. C'est croire que l'expérience est transformateur, c'est un choix. C'est un peu une pari de foi, mais enfin, il faut y croire. Le protocole, c'est ne pas débriefer les expériences. Le débriefing, la plupart du temps, vient plus tard dans les séances quand un client nous dit « Tiens, la dernière fois que nous avons fait ça, voilà ce qui a changé dans ma vie. » Mais le débriefing ne doit pas faire ce que vous avez appris, compris. Le debriefing qui vient plus tard, c'est déjà la mise en transformation observable pour les gens. Et à ce moment-là, c'est durable. La vraie expérience transforme immédiatement, en fait. Et la seule chose que nous pouvons voir et dont je peux être témoin, c'est ce que ça a transformé. Nous avons à gagner à le faire beaucoup plus que ça et je parle pas des expériences forcément qui sont jouer du bowling ensemble ou faire le bateau ensemble qui est destiné à produire quelque chose. Ça peut être des expériences de faire 1 minute de silence avec notre client et le regarder. J'ai des clients, ça a été transformateur parce que on m'a dit jamais on m'a regardé comme ça. Mais si je dis qu'est-ce que ça vous a fait, comment vous vous êtes senti pendant l'expérience, en fait, ça enlève toute la puissance de la transformation possible. C'est pas pour tout le monde, c'est jamais garanti. Et parfois, c'est des mini-expériences. Et vous savez quand vous en avez fait, quand les clients un jour viennent vous voir en disant voilà ce que vous m'avez dit à cette époque-là, ça c'était important. Et vous savez plus. Dans ce cas-là, une transformation a eu lieu. Donc, la meilleure chose que les clients peuvent vous dire à un moment, c'est « Ah, vous avez dit à un moment ça ?» et vous essayez vraiment de vous souvenir de ce que vous avez dit, vous avez aucune idée, et là, la personne dit « Ça m'a transformé. » Ça veut dire c'est un instant éphémère, c'était une expérience relationnelle, et elle était tellement insignifiante dans notre pensée de coach qu'on voyait même pas qu'elle était transformateur. Je pense que c'est à oser, et je serais intéressée de voir comment vous faites, en fait. C'est quoi les expériences que vous vivez, les expériences que vous faites. Les personnes que je supervise ici en groupe de supervision, ils partent souvent en disant c'était une expérience cette journée. Et je demande pas ce qu'ils ont appris de la journée. Je demande plutôt que c'était quoi votre meilleur moment de la journée. Et parfois c'était le déjeuner. Donc c'est aussi accepter ça, c'est que vous ne savez pas. Vous savez pas ce que les clients prennent de vous. Non. Et c'est peut-être mieux comme ça. Ah, moi je trouve que c'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis je suis peut-être allé un peu plus loin, peut-être. Mais en fait, comme j'y crois vraiment, et comme c'est pas fait pour qu'ils comprennent, mais pour révéler quelque chose d'intéressant, c'est une autre intention et c'est l'intention que nous pouvons choisir. Alors, ce qui est intéressant avec cette œuvre aussi, c'est que Christo et Jean-Claude ont transformé un paysage familier, en tout cas pour tous les riverains du lac, en une expérience inédite. Est-ce que ça t'arrive souvent de proposer dans l'écosystème de ton client une expérimentation basée sur des éléments, on va dire, de l'écosystème, tout simple, pour peut-être justement créer de la nouveauté, créer de l'inédit chez tes clients? À quoi tu penses? Je sais pas, par exemple, si les fenêtres du bureau de ton client donnent sur un arbre, alors à La Défense, c'est pas toujours facile, mais parfois, quand ils habitent ailleurs, c'est possible.
peut-être utiliser la métaphore de l'arbre ou lui proposer de regarder l'arbre et lui demander de partager ses ressentis, qu'est-ce que ça lui fait vivre, par exemple. Je dis ça parce que de ton appartement, on voit des arbres. C'est ça. Ça, c'est vrai qu'il y a plein d'objets dans mon appartement qui sont par hasard ici pour inspirer, et c'est vrai que j'utilise. Je peux faire une balade sur les quais de la Seine en coaching pour dire qu'est-ce que ça change, prendre un pont. Et si on dit on laisse la difficulté ici, on traverse le pont, on fait de l'autre côté et on revient pour voir ce que ça devient la difficulté. Ça c'est souvent. Je travaille souvent avec une manière de symboliser des liens qui nous coincent ou qui nous libèrent ou qu'il faut couper ou qu'il faut défaire. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire et beaucoup de mes clients l'ont fait. C'est dessiner de temps en temps et dessiner. Et ce que j'ai appris, qui a pour moi fait une grande différence dans l'accompagnement, quand je demande à mon client de dessiner, par exemple, sa relation à une difficulté, je fais la même chose. Je n'observe pas mon client à dessiner. L'essentiel, c'est que nous faisons tous les deux. C'est pas pour comparer, mais pour que les clients aient accompagné dans son aventure d'oser dessiner et qu'il voit pas son coach l'observer pour dire, tiens, c'était difficile, la page blanche. Qu'est-ce que ça vous dit, la page blanche? Ça sera peut-être un peu trop simple. Mais dessinez tous les deux et après, vous pouvez aussi montrer votre dessin. Il peut montrer son dessin, mais de là, on peut continuer. Donc, tout ce qui est matériel, j'utilise souvent et avec grand plaisir. Donc, j'ai plein de pierres ici qui sont de tous les plages possibles. J'ai des couleurs, j'ai pour dessiner, j'ai des œuvres d'art. Certains tableaux que tu as peints toi-même, d'ailleurs. C'est ça. Certains tableaux, que j'ai peints, d'autres qui ont été peints par des amis, d'autres que j'ai récupérés de mes parents en Allemagne. Ou peints par tes superviseurs, je crois. Il y en a 2. Que j'adore, que je regarde en te parlant, qui sont effectivement peints par mon superviseur américain, qui est artiste à la base, et qui m'a initié à apprendre l'art et le processus artistique et d'expérience probablement comme fondamentaux dans ma manière de coacher aujourd'hui et de superviser aujourd'hui. La notion d'artiste va revenir dans certains thèmes d'épisodes à venir. Pour autant, est-ce que tu as le sentiment, en tant que professionnel de l'accompagnement, d'être une sorte d'artiste de la relation ? Oui. J'ai souvent dit, coach, c'est un peu trop sérieux, en tout cas pour la partie créative. Et souvent, je me suis dit, et si aujourd'hui j'étais vraiment une artiste relationnelle, comment je vivrais la journée? Comment je vivrais le client qui vient cet après-midi? Et comment l'interview que nous avons fait ensemble va inspirer complètement ma séance de cet après-midi et quel est le côté artistique que je vais donner à ça? Il y a quelqu'un qui l'a dit dans les micro-trottoirs, qui a des parents artistes, ça nous marque, ça nous donne une possibilité ou pas. Mais l'art, c'est la beauté, l'art, c'est l'interprétation possible, l'art, c'est une liberté, l'art, c'est les couleurs, ça peut être autre chose, ça peut être la flamme olympique, ça peut être The Floating Piers. Regardez la vie et les séances et ce que nous faisons avec aussi, pas que, mais aussi avec les yeux et le cœur d'un artiste. Je trouve que c'est infiniment plus riche et intéressant à vivre. Si tu devais te projeter sur The Floating Piers, serais-tu la passerelle qui relie, le lac qui soutient ou les visiteurs qui explorent? Et pourquoi? Je pense que là, je me vois plutôt comme visiteuse parce que je me vois être actif dans l'expérience de l'œuvre en marchant sur le pont, à expérimenter ce que c'est marcher sur l'eau d'une manière soutenue, mais quand même, c'est arriver quelque part et voir le monde d'un autre endroit qui normalement n'existe pas. Là, j'ai plutôt envie d'être l'élément qui bouge, qui t'active, qui peut profiter de tout, contrairement à ce que je disais sur l'œuvre de Monet. Mais là, je me vois explorer, expérimenter, marcher lentement, parfois plus rapide pour voir si le pont bouge ou pas. Arriver de l'autre côté, voir tout le chemin parcouru et imaginer ce qui était sur ce chemin-là, je serais la visiteuse. Et d'ailleurs, je ne fais que visiter. Après 2h13 d'enregistrement, qu'est-ce que tu ressens? Je suis enchantée parce que c'est un début de quelque chose qui me tient à cœur. Je suis heureuse que cet premier épisode est fait avec l'aide et le soutien de beaucoup de gens, y compris toi qui me guide par les questionnements. J'ai une sensation profonde que c'est une belle expérience qu'on va faire. En tout cas, pour moi, je suis vraiment contente. Ça vaut le coup de le faire. Donc, j'attends enregistrer le 2e épisode, mais je suis très apaisée du fait que ça y est, on a commencé ça.
Et je trouve ça génial. Et ça va s'affiner, puisqu'effectivement, les feedbacks des auditrices et des auditeurs vont nous aider à ajuster et puis à répondre au maximum à leurs attentes. Oui. Et même que si les auditeurs et auditrices ont des questions précises, des demandes de thématiques, je pense que c'est intéressant de le partager. Est-ce que je peux toujours répondre? Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, ça sera beaucoup plus une expérience à plusieurs qu'une seule. Eh bien, merci beaucoup Sabine. Je pense que nous pouvons aussi remercier toutes les personnes qui sont présentes dans ce micro-trottoir. Je mettrai en tout cas les liens vers les profils des personnes qui apparaissent dans ce micro-trottoir. Il y aura des gens différents dans chacun des micro-trottoirs diffusés. Et j'ai aussi envie de remercier ta générosité parce que à travers cette série de podcasts, tu vas quand même transmettre énormément. On n'avait pas encore dit, mais ça va vraiment être une transmission, en l'occurrence généreuse, et de partage pour toutes celles et tous ceux qui auront envie d'embarquer pour cette aventure. Oui, j'ai vraiment choisi pour cette série de podcasts fondamentalement de transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vu pour que ça puisse donner envie à d'autres de faire leur propre œuvre d'art. Merci pour ces questionnements qui m'aident en fait à structurer mes idées. David, je pourrais pas le faire sans toi. Et je dirais aussi ce qui m'enchante, que je sais qu'après il y a des voix off qui vont donner à rire à la fin de cet épisode, qui redonnent la légèreté et la joie, qui est aussi, et peut-être même mes propres offres, qui montrent que pas tout est tout parfait, mais c'est un bon moment éphémère. Aussi, peut-être préciser, tu serais d'accord, en fait, de rejoindre un groupe de 10-15 coachs qui t'inviteraient à boire, je crois, une coupe de champagne pour de temps en temps, partager avec les auditrices, les auditeurs des moments off comme ça qui permettent de continuer à transmettre. Et il y a une notion qu'on n'a pas évoquée dans cet épisode, mais je pense qu'elle est très présente dans toute la dynamique qui sous-tend cette série, c'est l'empowerment. En français, on dirait empuissancement et en canadien, on dirait encapacitement. Mais il y a quand même cette notion. Oui, moi j'aime bien ça, j'aime bien donner toutes les possibilités à ce que quelqu'un puisse agir, se révéler, vivre sa vie. Si ça vous donne l'autorité, la permission, l'invitation, une idée à œuvrer légèrement différemment ou à amplifier quelque chose que vous faites déjà bien, moi je serais ravie, 1, que vous le faites, 2, pour quelqu'un qui a envie de me partager, c'est de me partager. Et peut-être, c'est vrai, comme tu le dis, David, si vous êtes 10 à vous organiser pour trouver une date, un après-midi, un soir, un verre de champagne, moi, je viendrai avec plaisir pour partager, peut-être même pour vous donner quelques exercices, pour faire des expériences. En tout cas, tout ça, c'est ouvert. Je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, il y a bien les surprises qui vont sortir de tout ça. En tout cas, il y a cette dimension de co qui est dans le titre de la série, Sabine & Co, et que tu comptes bien faire vivre pleinement. Oui. Merci à toutes celles et à tous ceux en tout cas qui ont participé, qui ont contribué et qui vont contribuer. N'hésitez pas donc à envoyer des messages à Sabine et puis aussi à nous aider à faire connaître cette série en la partageant autour de vous. Cette invitation à soutenir cette dynamique et à y contribuer pleinement. C'est exactement ça. Et je pense que c'est intéressant de vivre un podcast à la fois, un podcast tous les mois, pour expérimenter. C'est une bonne expérimentation. Est-ce que quelqu'un se lasse? Est-ce que quelqu'un fait des pauses? Est-ce que moi je fais des pauses? Moi, je pense que ça, c'est l'aventure. Et nous avons une idée avec David pour le faire. Maintenant, la réalité, c'est qu'on verra ce que ça donne. C'est plus le chemin qui compte que la destination. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. On reste maintenant à l'écoute des notes au piano de Tristan. Merci Tristan, merci David. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy & Business autour de cette série de podcasts. Donc dans le delta, c'est ça le thème. Dans le delta, pas grand-chose pour être honnête. Dans le delta... Dans le delta... Alors, de manière je vais y arriver, on recommence, 1, 2, 3. Dans le delta, à quel endroit ça m'amène? Un fleuve. Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.